je me suis retrouvé fin 2021 sans locatif, alors que j'ai ce blog dans l'investissement locatif, et du coup, les gens étaient un peu surpris, même pas mal d'amis m'ont dit, mais attends Sylvain, tu revends tout, l'objectif de l'immobilier, c'est quand même d'avoir plein de biens, et à la retraite, tu touches tes loyers. Si on regarde au travers des décennies, il y a toujours eu des gens qui ont trouvé l'immobilier cher, il y a toujours des gens qui ont continué d'investir, et je te laisse deviner qui est le plus riche à la fin de l'histoire, celui qui s'est plaint des prix ou celui qui a investi. C'est pas du tout glamour, en fait, la partie marchande. Le seul truc glamour, c'est quand tu fais ton inscription sur la vidéo YouTube en disant 20% de marge, 200 000 euros. Mais c'est la seule chose glamour, en fait. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Sur les dernières années, la notion de liberté financière était souvent associée à l'objectif d'empiler des biens exploités en locatif à cash flow positif jusqu'à ce que la somme de ces cash flows couvre son train de vie pour ensuite vivre de ses rentes. La période anormalement élevée de taux bas semblait valider cette approche en créant au passage un engouement pour l'immobilier locatif avec une vague de nouveaux investisseurs immobiliers dont je fais partie, je l'avoue. Mais avec les taux qui sont montés aussi vite à 5%, est-il encore pertinent aujourd'hui de considérer l'investissement locatif comme vecteur viable de création de richesse, et quelle stratégie adopter pour développer efficacement son patrimoine dans ce contexte? On en parle aujourd'hui au travers du parcours de Sylvain Bathilieri, notre invité du jour, multi-investisseur immobilier et marchand de biens. Sylvain interagit régulièrement avec les investisseurs au travers de son blog investimob.fr créé en 2015 pour les aider à s'y retrouver dans leur stratégie d'investissement ou via des deals qu'il propose aux abonnés de sa newsletter. Au cours de la conversation, on verra que faire quand on a atteint son premier cycle d'investissement, sur quelles notions évoquées lors de son premier passage du podcast il y a 3 ans. Sylvain est-il revenu aujourd'hui et pourquoi? Est-ce qu'on peut encore construire un patrimoine conséquent en immobilier avec des taux à 5%? Quelles idées fausses fait-on entre la relation entre l'investissement locatif et le marchand de biens? Quand faut-il arbitrer et vendre son premier bien pour réallouer son capital? Et comment Sylvain arrive à dégager 1 million d'euros de marge sur une seule opération de marchand de biens? Que tu sois au début de ton parcours ou bien un investisseur déjà expérimenté, tu vas forcément trouver des éléments intéressants dans cet épisode. Alors écoute bien jusqu'au bout et partage avec moi tout ce que tu en as pensé, ça m'intéresse. Et avant de démarrer, un mot de remerciement au soutien du podcast, ces avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify qui nous aident beaucoup à être visibles et à grossir. Merci à Matt et Justine pour les commentaires sur l'atelier 44 avec Léo. Je suis content que le format atelier vous plaise. D'ailleurs, le dernier atelier 46 avec Christophe a fait un carton. Tu peux y jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube des investisseurs 4.0. Il nous montre notamment comment il couvre 80% de ses coûts de travaux de projets de rénovation par les aides de l'État. Donc c'est assez édifiant et inspirant. Si c'est pas déjà le cas, tu peux jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Allez, sur ce, on démarre notre conversation immobilière avec Sylvain. C'est parti. Salut Sylvain, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, comment vas-tu? Très bien, très bien. Welcome back. Merci. Ça fait très plaisir de te retrouver sur le podcast. Quasiment jour pour jour, 3 ans après ta dernière participation. On était au tout début de cette aventure, donc ça commence à remonter. T'es devenu une star maintenant du PAF, des podcasts français, ça y est. Enfin, en tout cas sur l'investissement. Ouais, on va dire ça. Non, mais en tout cas, ça me fait plaisir parce que ça va nous permettre de faire peut-être un format nouveau, enfin, de construire peut-être une conversation sur la base de qu'est-ce qu'il est devenu Sylvain depuis la dernière fois, parce que 3 ans, ça commence à faire une sorte de cycle. Hein, on en parlait sur le premier podcast des cycles et des chiffres. Et 3 ans, c'est pas mal, c'est suffisamment, je pense, pour prendre un peu de recul et faire un petit bilan sur ce qui t'est arrivé, sur tes nouvelles aventures depuis. Parce qu'il a dû se passer pas mal de choses, donc je suis ravi de. Il s'est passé pas mal de choses, je te confirme, ouais. Depuis 2020, on sortait du Covid à peine à l'époque. Hein. Donc en novembre 2020, ouais. Exactement. Et donc je te laisserai peut-être compléter, mais en gros donc en 2020 on s'était vu. Tu racontais ton parcours, hein, on laissera les auditeurs aller sur l'épisode pour vraiment te découvrir d'où tu viens, etc. Et on était à l'époque sur pas mal de justement une sorte de fin de cycle pour toi. Tu sortais d'arbitrage. Je crois que tu avais arbitré un appart sur Marseille, un autre sur Paris. T'en restais 2 ou 3 à l'époque encore, qui te donnait, donc je crois qu'on était t'étais sur un cash flow de 1 500 € à l'époque. Je me souviens, tu m'en avais parlé. Ou un peu moins, mais en fait je faisais pas et tu l'as compris, comme on a déjà parlé sur le premier podcast, je faisais pas un gros focus sur le cash flow en fait.
Alors, sans me jeter des fleurs, j'étais un des rares à l'époque en 2020, ou enfin fin année 2010, début 2020, décennie 2020, qui jurait pas que par le cash flow, si tu veux, où il y a eu tous ces vendeurs de formation effectivement qui étaient là, il faut faire du cash flow, acheter des immeubles à Béziers, vous aurez 10%, 15% de renta. Et moi, j'étais dans ma petite niche parisienne qui marchait bien pour moi, où je visais pas le cash flow, mais je savais que ben voilà, on était à Paris, c'était très sécurisé comme investissement. Voilà, j'essayais de minimiser les risques. J'avais un boulot par ailleurs, je voulais pas être rentré de l'immobilier. Et en fait, mon idée, c'était pas d'avoir un petit revenu complémentaire très bien. Ok, on le prend toujours. Mais c'était plutôt de surfer un peu sur la vague immobilière, de valorisation des prix immobiliers. Et on l'a vu que les grandes métropoles ont été les principales qui ont été impactées favorablement. Et donc j'ai surfé là-dessus parce que si les gens réécoutent le premier podcast, effectivement, j'ai commencé à investir à Paris, intramuros. Alors d'abord à Marseille, mais celui-là on s'en fout un peu parce que c'était celui où j'ai fait toutes les erreurs pour ma maman. Je sais pas si tu te rappelles. Mais en gros, c'est les invests parisiens, c'est les vrais invests que j'ai fait de manière, on va dire, professionnelle entre guillemets. Eux, ils ont commencé entre 2012 et 2014, tu vois. Allez, 2012 et 2015, en 3 ans, j'ai acheté donc ces 4 apparts à Paris. Et donc, on est allé jusqu'à 2018, 2019, 2020, finalement, où j'ai commencé à me dire, ok, j'ai ces 4 apparts, j'ai un peu de cash flow, mais on s'en fout. Si c'est 1000 euros, tant mieux, mais j'ai pas envie d'être rentré de l'immobilier. Où j'en suis, et c'est quelque chose que je conseille à faire à tous les investisseurs, de faire à tous les investisseurs, c'est toujours de faire un petit point sur j'en suis où, est-ce que j'arbitre, est-ce que j'arbitre pas, combien j'ai d'argent finalement bloqué dans ces investissements, combien ils valent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire d'ailleurs tous les 6 mois, 1 an, je pense que tu le fais aussi. C'est de dire, ok, j'ai cet appart, il est placé là, il vaut tant, il me reste tant de capital à rembourser sur mon crédit. Si je le vends demain en prenant en compte la taxe sur la plus-value éventuellement, à combien je sors? Et derrière, est-ce que j'arbitre, je garde, je revends, est-ce que les impôts arrivent bientôt, etc. Mais en gros, pour finir l'histoire, j'ai commencé effectivement à revendre un, puis deux, puis tous mes apparts parisiens en réalité entre 2019 et 2021, quelque chose comme ça. Donc on était sur une fin de cycle qui aurait pu durer 10 ans. D'ailleurs, les cycles, ils n'ont pas une durée prédéfinie, hein, tu vois, c'est de dire, là j'ai fait un cycle de 5-6 ans parce que quand au bout des 5-6 ans, il y avait d'une part une valorisation forte de mes biens à Paris, d'autre part une envie aussi de faire tourner le cash qui était bloqué. On en parlera peut-être plus tard sur quand est-ce que c'est le bon moment de revendre. Et j'ai surfé sur 5 ans de baisse des taux, plus croissance, enfin pas croissance, mais on va dire on n'était pas en récession, ça allait plutôt bien, il y a eu du quantitative easing dans tous les sens. Et bon, l'argent est afflué un peu partout. Dans ces périodes-là, on s'en rend pas compte, mais avec du recul, quand on a le Covid et puis après on a les périodes actuelles, on se dit tiens, à l'époque c'était bien. C'est toujours un peu pareil. Ça nous permet souvent de prendre un peu de hauteur de vue, pardon, sur les choses. Quand on a l'impression que tout va mal, il y a toujours pire. Eh ben là, à ce moment-là, je me suis dit ok, c'est peut-être le moment de revendre. Donc fin 2021, début 2022, j'ai vendu finalement tous ces apparts parisiens. J'ai sorti donc, pas mal de cash parce que ça prenait entre 5 et 10% tous les ans quand même, hein, Paris depuis 2015. Alors que quand j'ai acheté à l'époque, on me disait attention, les prix à Paris sont très chers, j'ai acheté à 6 000 euros du mètre, tu vois. Donc ça c'est aussi pour relativiser quand on t'explique que l'immobilier est cher, en fait. Bon, si on regarde au travers des décennies, il y a toujours eu des gens qui ont trouvé l'immobilier cher, il y a toujours des gens qui ont continué d'investir, et je te laisse deviner qui est le plus riche à la fin de l'histoire, celui qui s'est plaint des prix ou celui qui a investi. Voilà. Donc, mais voilà, pour finir l'histoire, j'ai effectivement revendu tous ces biens parisiens. Donc, je me suis retrouvé fin 2021 sans locatif, alors que j'ai ce blog dans l'investissement locatif. Et du coup, les gens étaient un peu surpris, même pas mal d'amis m'ont dit, mais attends Sylvain, tu revends tout. L'objectif de l'immobilier, c'est quand même d'avoir plein de biens, et à la retraite, tu touches tes loyers. Et sauf que moi, je suis complètement pas d'accord avec cette vision-là. Pour moi, c'est pas ça l'immobilier. L'immobilier, c'est un vecteur d'enrichissement dans le temps. D'accord? C'est-à-dire il faut pas se dire, là, j'aurais pu me dire, à faire un calcul complètement débile, de dire, ok, j'ai 5 apparts, donc avec l'appart marseillais, je rembourse les crédits dans 20 ans, et dans 20 ans, j'ai tant de retraite. Allez, à l'époque, c'était, donc les apparts parisiens, c'était à peu près 1000 euros, l'appart marseillais, c'était 600. Allez, j'avais 5000 balles, grosso modo, avec l'inflation, à la en retraite, quoi. Mais sauf que ça marche pas comme ça, et c'est un calcul qui est débile, il faut que les gens se sortent ça de la tête, en fait. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ce qu'ils voient pas, c'est que tu vas avoir dans le temps des travaux à faire, et ils arrivent plus vite que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'ils arrivent pas au bout de 20 ans, les travaux, ils arrivent au bout de 7-8 ans, les premiers légers, et puis au bout d'une dizaine d'années, tu refais ton appart, en fait, tu vas avoir ça en tête. Et surtout, les gens, ils pensent pas à l'imposition. Et ça fait un gros dégât, en fait. Quand toi, les 5000 euros qu'on aurait pu supposer avoir à la retraite, dans mon cas, grâce à mes biens immobiliers, en fait, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'entre les travaux, entre l'imposition, etc., si j'avais eu 2500 euros, 2000 euros à la fin
Bah très bien, tu vois, il aurait fallu que je signe tout de suite. Mais les gens, ils pensent pas à ça. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revendu ces biens, j'ai sorti centaines de milliers d'euros en fait de ces biens-là que je vais pouvoir réallouer sur, on va le voir, on va en parler, un immeuble et d'autres investissements locatifs que je vais faire aussi dans les mois et les années qui viennent, qui me permet de faire sortir le cash et finalement de le retravailler sur d'autres investissements, tu vois, et faire l'effet boule de neige que tout le monde recherche en fait. Et c'est pas juste en disant ok, je vais attendre 20 ans et ça va se passer. Non, tu peux aller beaucoup plus vite que ça, parce que tu peux faire une bascule tous les 5, 6, 7, 8 ans. Et en fait, si tu regardes bien, quand tu es investisseur au sens large, et surtout dans l'immobilier, parce que tu fais des crédits de 20 ans en général, et la banque arrête de te prêter quand tu arrives à 75 ans en fin de crédit. Donc jusqu'à 55, tu peux contracter des crédits en gros. Si je te la fais courte, et tu commences quoi à 25 ans quand tu commences à bosser. Donc tu as 30 ans entre 25 et 55 où il faut que tu investisses dans l'immobilier, alors que ce soit ta RP, investissement locatif. Moi, c'est l'investissement locatif c'est mon dada. Mais tu as 30 ans pour faire plusieurs cycles. Donc, est-ce que tu fais 3 cycles? Est-ce que tu en fais un grand de 30... Mais moi, je pense que c'est pas ça. Mais en fait, sur 30 ans, il faudrait potentiellement faire 4-5 cycles d'investissement, tu vois, en toujours maximisant ta dette. Parce que moi, je vois très bien au cours de mes entretiens avec plusieurs milliers de gens maintenant depuis 7 ans que je fais cette activité-là de conseil, on va dire, d'accompagnement à l'investissement immobilier. Les gens les plus riches que j'ai eu au téléphone, d'une part, surprise, c'est pas ceux de 25, c'est plutôt ceux de 55, 60 ans. Mais ça, à la limite, tu me diras immobilier ou pas, c'est souvent le cas. Oui, bien sûr. Mais aussi et surtout, parce qu'on faisait quand même un focus, on parlait pas de la pluie du beau temps, on parlait principalement d'immobilier avec ces gens-là, surtout parce qu'ils ont toujours maximisé leur dette. C'est-à-dire qu'au bout du bout, le mec le plus riche, c'est pas celui qui a 15% de renta à Béziers, c'est celui qui a levé 5 millions de dettes sur 30 ans. Tu vois ou pas? Finalement, le mec qui a 55 ans, 65 ans, et qui est blindé d'immobilier, qui s'est gavé en réalité, il te parle jamais de renta. Il te parle de j'ai fait tant de dettes ou j'ai levé tant. Il y en a certains qui parlent de l'eau, mais même ça on s'en fout, ça veut rien dire le nombre de l'eau parce que en fonction d'où tu achètes, ça veut rien dire. Mais c'est ceux qui ont levé le plus de dettes sur cette fenêtre de tir qu'on a entre 25 et 55 ans. Il faut maximiser sa dette, point à la ligne, et bien sûr optimiser, pas faire des investissements à la con. Mais si on peut effectivement avoir l'autofinancement sur des secteurs qui vont se valoriser ou un cash flow très important, mais attention à la position, et ça les gens y pensent pas assez sur des secteurs un peu secondaires qui vont peut-être moins se valoriser, mais si tu peux effectivement essayer des biens qui restent liquides, donc plutôt les secteurs intermédiaires, mais c'est comme ça que moi je vois l'immobilier, effectivement, c'est dire, allez, on optimise ce cycle de 30 ans, entre 25 et 55, en maximisant sa dette. Avec des investissements qui tournent, hein, bien sûr, hein. Je dis pas de faire n'importe quoi, mais c'est ça un peu ma philosophie, et il y a de plus en plus de gens qui y viennent, si tu regardes bien. On parle un peu moins de renta, hein, c'est depuis 2-3 ans, je sais pas ce que t'en penses. J'ai remarqué aussi que c'est moins le truc, c'était le truc, le headline qu'on sortait vraiment beaucoup. Tu sais pourquoi? C'est que les taux ont monté, il y en a plus quoi. Non, mais surtout on parlait beaucoup de renta, c'est pas nous finalement, mais tu voyais t'en entendais parler sur YouTube, sur les blogs, etc. Parce que c'est un peu plus vendeur de vendre une formation en disant t'es rentier en 6 mois, grâce au cash flow, qu'en disant fais des cycles de 5-6 ans et tu vas voir, tu seras vraiment blindé à la fin. Donc oui, c'est un peu plus vendeur parce que les gens ils arrivent pas à avoir de satisfaction un peu delayed dans le temps comme ils disaient en Angleterre, mais tu vois, en gros c'est ça. L'idée c'est on en entend moins parler parce que finalement tous ces formateurs ont fini par acheter à Paris et dans des grandes métropoles. Je sais pas si c'est un peu l'ironie de la situation. Tous ces gens qui disaient d'investir à Béziers, ils ont acheté à Paris depuis. Mais il y a du coup, il y a des trucs qui m'interrogent dans ce que tu dis, parce que quand on s'était parlé la dernière fois, tu parlais déjà de ces cycles et tu disais notamment que dans le deuxième cycle, notamment quand tu avais fait un premier cycle de cash flow et si tu t'en sortais bien sur des trucs qui prenaient de la valeur au niveau foncier, réallouer ce cash finalement en arbitrant, mais que le deuxième cycle, tu suggérais que ça pouvait être sur d'autres types d'exploitation où tu pouvais générer justement plus de cash flow pas sur l'exploitation, mais du coup sur l'apport que tu peux mettre, sur le capital que tu peux mettre au départ, et qui mécaniquement faisait grossir la boule de neige. Est-ce que ça, t'en es revenu de cette réflexion-là? Ouais, d'accord. Ouais, un petit peu. Alors pas totalement. C'est-à-dire que ça dépend un peu de ton objectif final. Si ton objectif final, c'est effectivement de faire un premier cycle de capitalisation, comme on l'appelle, et ensuite un deuxième cycle de création de rente, si avec le capital que tu as dégagé de ton premier cycle, c'est suffisant pour dégager une rente qui te
semble suffisante à toi, donc on parle en milliers d'euros, je sais pas, imaginons tu as sorti 400 000 euros sur ton premier cycle, tu refais des invests, et puis derrière, effectivement, tu peux peut-être sortir 3 4 000 euros par mois, après imposition, dans le temps, en mettant beaucoup d'apports, etc. Ça peut fonctionner. Moi, j'ai des objectifs qui sont un peu plus élevés que ça, si tu veux, et je me dis, en fait, au lieu de me dire, maintenant, cet argent, je vais le mettre dans l'immobilier pour avoir une rente liée à l'immobilier, je considère que ma rente à moi, au bout du bout, je sais pas si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, finalement, elle sera pas liée à l'immobilier, parce qu'on voit bien que les lignes, elles bougent en termes fiscal aussi, on voit bien que c'est compliqué, si t'es en SCI, de sortir. Enfin, et je crois pas que c'est le meilleur véhicule de rente, en fait, l'immobilier. Moi, je pense que c'est le meilleur vecteur d'enrichissement dans le temps. Donc, optimiser ces fameux cycles sur les 30 années que tu as devant toi si tu as 25 ans, en maximisant ta dette. Mais une fois, en fait, il faut viser un nombre, un espèce de montant, tu vois, un montant un peu critique, que si tu le places, en fait, ne serait-ce qu'à 5%, 6%, 7%, j'en sais rien. Après, il y a plein de supports. Finalement, en très passif, voire sans risque, alors ça dépendra des taux, etc., mais tu peux là te dégager effectivement une vraie rente où t'as pas à aller taper à la porte de ton locataire pour demander l'argent si t'as pas payé le 5 du mois, tu vois. Une vraie rente, en fait. Pas une rente où, oui, c'est bien, c'est sympa, mais finalement, on parle pas de chiffres qui vont être exceptionnels, même avec des centaines de milliers d'euros. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et puis derrière, la banque, elle va te bloquer aussi, parce que imagine, tu sors 400 000 euros de ton premier cycle. Ok, ben, tu veux faire des invests, tu vas quoi? Tu vas mettre 100 000 euros sur 4 nouveaux invests? Bon, ben, ça te bloque beaucoup d'argent, et finalement, ton retour sur CAPEX sur tes investissements, si tu mets 100 000, on va dire 50% d'apport sur un investissement, du coup, tu minimises ton effet de levier, et c'est pas l'intérêt. Du coup, sur ces 30 ans, il faut essayer de le maximiser, la dette, avec un effet de levier le plus important possible. Donc finalement, je suis pas certain que ça soit le meilleur calcul d'essayer d'être rentier de l'immobilier, et puis ça fait un moment que je le dis d'ailleurs. C'est plutôt vraiment, il faut le faire. Ça serait une bêtise complète de pas investir dans l'immobilier sur cette fenêtre des 30 ans, mais il faut le faire. Moi, je pense sur du locatif. Après, si tu achètes ta RP et que tu surfes sur comme les gens ont surfé sur les 10 dernières années, c'est parfait aussi, hein. Mais je pense que moi, je vais plutôt utiliser l'immobilier et je continue à utiliser l'immobilier pour faire grossir ma boule de neige. Et à un moment, la boule de neige elle sera tellement énorme que même en plaçant à un taux sans risque, en fait, ça sera largement suffisant pour mes besoins et pour avoir une vie sympa. C'est ça que je vois, moi. Donc reculer, finalement repousser encore, pas forcément se faire sur le deuxième cycle, mais une fois qu'on est sorti un peu de la fenêtre des 30 ans, quoi, arriver à 55 ou là, bon, voilà, c'est ça l'idée, quoi. Ou avant, en fait, parce que en fait, c'est un vecteur d'enrichissement, mais rien ne t'empêche de diversifier. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais pas que de l'IMO, tu vois. Effectivement, on va parler tout à l'heure, il y a un peu une partie, bon, c'est l'IMO de marchand, mais qui est un peu différent du locatif, tu vois, et t'as besoin de gros apports, donc là, ça fait du sens quand t'as fini un premier cycle aussi, éventuellement, de diversifier sur du marchand de biens, ou alors, j'en sais rien, des cryptos, tu vois, des marchés financiers au sens large. Là, ça peut marcher aussi. Mais voilà, c'est quand même le meilleur vecteur d'enrichissement un peu pépère, hein, il faut le dire, hein, c'est pas non plus, enfin t'es pas derrière l'écran toute la journée. Oui, c'est pas passif à 100% parce qu'il y a des choses à gérer. Parfois il y a des cas des os, c'est pas tout rose tous les jours, il y a du stress, ça on est d'accord. Mais t'es pas derrière un graphique toute la journée avec ton stop loss et de te dire mince, dans 1,5%, je me fais liquider, tu vois. Bon, c'est beau. Bon, bien sûr, l'espérance de rendement est plus faible, mais dans le temps, c'est un peu magique, hein. Il faut avoir en tête que les banques te prêtent de l'argent pour acheter un actif dont toute la population a besoin pour se loger. Enfin, le concept, il est quand même particulier. Il faut bien avoir ça en tête, hein. C'est-à-dire que tu sais qu'il y aura toujours de la demande. Après, il faut bien sélectionner les secteurs, etc. Mais tu sais que tu auras, a priori, toujours un locataire. Si tu arrives à bien, tu vois, baliser ton investissement, en ayant les bons réflexes, tu vois, d'investisseur, ça vient dans le temps forcément. Et c'est ça aussi que je donne aux gens que j'accompagne. Bah, si tu as un peu ce cerveau d'investisseur qui se met en place dans le temps, et maintenant tu l'as, hein, enfin tu vois bien comment identifier, comment avoir ce petit ce petit feeling que tu as parfois, tu sais, tu dis ça sent la bonne affaire, je vais creuser, tu vois, et après tu tires la ficelle et tu vas voir, et c'est l'exemple de l'immeuble que j'ai fait l'année dernière, où au début c'est un invest ok, pas trop mal intéressant, qui devient un coup de fusil incroyable. Tu peux nous raconter un peu justement sur cette Oui. OP-là? Ouais, exactement. Alors, du coup, quand je finis ce premier cycle d'investissement à parisien, je sors un peu de cash. Et l'idée, c'est de continuer et de se dire, qu'est-ce que je fais de cet argent? Les taux, on voit bien qu'ils vont augmenter. On a une inflation à 7-8%. A priori, la Fed et la BCE vont augmenter les taux de manière assez proche. Et la question se pose de dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plein d'invest ou est-ce que j'en fais un vrai important en essayant d'anticiper la hausse des taux?
Ce qui, en soi, on parlera peut-être de ça plus tard, c'est pas non plus dramatique que les taux aient augmenté. Mais si tu peux avoir un taux à 1,5 au lieu de 5, c'est quand même cool. Donc, j'avais une fenêtre de tir qui était un peu courte, qui me permettait éventuellement de faire un invest. Et donc je reçois une opportunité d'un chasseur. Tu sais que je reçois tous les jours des opportunités d'une cinquantaine de chasseurs en France. Et sur un immeuble, dans le sud de Paris, alors pas dans Paris, dans le 91 en réalité, une commune qui s'appelle Massy, qui fait pas rêver, hein. Tu te dis, bon, Massy, tu vois, si tu vas dans le centre de ville de Massy, c'est un petit centre-ville, il y a 3 rues, tu connais un petit peu, et c'est un peu ouvrier, enfin c'est pas ouvrier, attention, enfin mais c'est anciennement très ouvrier. Maintenant, oui, t'as des transports qui sont arrivés à proximité, donc va pas aller jusqu'au mot bobo, mais en gros, t'as quand même des profils intéressants, des locataires qui se tiennent et qui sont un peu, on va dire, des bons profils. Et je reçois cette opportunité et on m'envoie, on me dit il fait 420 mètres carrés l'immeuble, il est loué à 90%, il y a 15 appartes, 9 garages, on est à 5 minutes du centre de Massy et il est en vente à 1,2 million, tu vois. Et puis les chasseurs m'envoient un print screen, tu sais comme ils aiment bien faire, pour te montrer que c'est une super opportunité. Tu vois, tu te méfies toujours un petit peu. Il met les prix à Massy et il met, ben voilà, on achète à 1,2 million, 400 mètres carrés. Et puis il m'envoie bien sûr les prix à Massy, c'est 5 000 et quelques. Et puis il m'envoie l'opportunité à 3 000, tu vois, en gros, si tu fais un calcul rapide, à 3 000 du mètre. Et là tu dis bon, ok, je sais que parfois les chasseurs font ça pour tapater, je vais quand même creuser, tu vois. Hop, je regarde tout ça parce que finalement moi je reçois toutes les opportunités, je fais partager aux investisseurs qui m'ont contacté via le blog en partageant leurs critères de recherche, mais je suis pas contre faire un super investissement aussi, et je suis un peu en première ligne pour recevoir toutes ces opportunités. Et donc je creuse, je tire la ficelle, et puis je contacte finalement un investisseur que j'ai accompagné sur pas mal d'investissements, qui maintenant a plus besoin de moi parce qu'il a fait énormément de locaux commerciaux à Paris, et ça marche très bien pour lui. Pierre-François, il se reconnaîtra. Et, euh, et je l'appelle parce qu'on est devenus amis dans le temps, et je lui dis bon, Pierre-François, j'ai ce truc-là, j'ai creusé, c'est pas mal, il y a 15 appartes, 9 garages. Ça s'autofinance, mais à la limite c'est pas tant ça qu'on cherche. C'est même, ok, très bien, ça s'autofinance, hein, c'est déjà pas mal. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a une marge qui est géniale. C'est-à-dire que même si l'idée c'est pas de faire une opération d'achat-revente, parce qu'on a plein de locataires dans cet immeuble-là, c'est de se dire, dans le temps, on va pouvoir éventuellement, c'est toujours bien d'acheter en dessous du marché, et beaucoup en dessous du marché. Et je me dis, ben regarde, creuse un peu. Moi j'ai creusé, ça me paraît bien, parce que au-delà du prix, il faut aussi analyser le marché. On a aussi sur Massy un marché qui est un peu particulier. On fait pas un épisode sur Massy, mais juste pour faire un focus sur cet investissement-là. Massy, c'est comme certaines villes en France, t'as un gros écart de prix au mètre carré entre les grandes surfaces au-delà de 50 mètres carrés, 60 mètres carrés, et les petites surfaces, les T1, T2, jusqu'à 35 mètres carrés. Et parfois du simple au double. C'est-à-dire qu'un T1, T2 à Massy, entre 15 et 35 mètres carrés, on va dire que ça vaut 5 000 € du mètre. Et tu vas acheter un 70 mètres carrés à Massy, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de colocs à Massy, ça va valoir 2 500 € du mètre, à 100 mètres près, ou même dans la même localisation. Donc ça, les marchands de biens qui sont un peu bien câblés vont se dire, tiens, super opportunité, on va diviser des grands apparts, et puis on va faire des marges. Ça peut marcher, pourquoi pas. Attention au PLU, bien sûr, hein, il faut voir les stationnements, tout ça. Mais nous, on n'a que des apparts, que des T1, T2 à 90% dans cet immeuble. Donc très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est sur un prix de revente qui est éventuellement cohérent en haut de marché, en haut de fourchette, à 5 000 € et quelques. Au-delà de ça, et tu l'as vu aujourd'hui avec la crise immobilière, les taux qui ont augmenté, c'est bien d'avoir des biens liquides, donc des petites surfaces avec des petits budgets. L'accès au crédit est quand même plus compliqué qu'à l'époque. On lève pas 1 million d'euros comme on levait 1 million d'euros en 2018-2019. Aujourd'hui, il faut vraiment montrer patte blanche, avoir des gros revenus, etc. Donc en fait, la disposition initiale de l'invest, si tu fais le calcul, c'est on achète à 3 000, ok, il y a des travaux, il y a des passoires énergétiques, bon, très bien, on en fait notre affaire. Ça vaut 5 000 du mètre, sur la base de 420 mètres carrés. Sauf que 15 jours plus tard, on reçoit des diagnostics mis à jour, on n'a pas encore signé la promesse à ce moment-là, et on voit qu'on a 520 mètres carrés et pas 420. Donc on gagne 100 mètres carrés, comme ça en 15 jours. Et ils viennent que la vendeuse, en fait, si tu veux, elle a 85 ans, et elle s'en fout un petit peu, parce qu'elle l'a acheté à 600 000 € cet immeuble. Mais non, même c'est une succession ils ont valorisé à 600 000. Puis là, elle prend le double, et puis elle a 85 ans, elle s'en fout un peu. Elle, soit 1,2 million, 1,6 million, pour elle, ça va pas changer grand-chose, si tu veux. Et donc nous, on gagne 100 mètres carrés, donc 500 000 € en 2 semaines, si tu veux. Et là, c'est toujours le réflexe de dire, ah ben, elle va forcément augmenter le prix. Non, elle a pas augmenté le prix. Très bien. Donc on reste à ce niveau-là. Et puis, tu continues à tirer la ficelle. T'avais pas offre contre-signée là-dessus, à ce moment-là? On avait offre contre-signée, mais même, enfin, si tu veux, on aurait accepté d'augmenter le prix d'achat, tu vois. Enfin, avec ta 100 mètres carrés de plus.
Enfin, c'est comme si tu gagnes 50 mètres carrés à Paris. C'est comme si t'achetais un 50 et on te dit, ben non, en fait, c'est 100 mètres carrés, monsieur. Est-ce que vous laissez, tu vois, t'acceptes d'augmenter un petit peu le prix. Non, 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 bien sûr que tu l'accepterais, mais je veux dire, légalement, tu pouvais très bien forcer une vente si c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, l'idée, c'était de, tu vois, de faire ça bien. Et donc, tu vois, bon, après, je te la fais courte. Donc, on a eu un crédit à 1,49 sur 20 ans, parfait. Donc, c'était en juillet dernier, donc pile avant l'augmentation des taux. Nickel. En creusant derrière, on a trouvé des combles. Là, hier, on a eu la fin de la DP pour récupérer des combles. Ça y est, c'est accepté. Donc là, on rentre en recours des tiers. On va afficher le panneau demain. En gros, on a récupéré 60 mètres carrés encore. Donc en fait, on passe de 420 sur une opération qui était déjà une bonne opportunité à 570, 580 mètres carrés en fait, avec des dispositions d'appartements parfaits, un bien qui est loué à 90%, quelques travaux parce que les DPE sont pas terribles, et un autofinancement. C'est-à-dire que là, on a deux possibilités dans notre situation, c'est de dire soit on revend chacun des appartements dès qu'on va avoir un locataire qui part, on fait la réno, on le revend. Ce qu'on a fait sur un appartement pour l'instant. Enfin, on va signer là l'acquéreur de ce petit appartement, il a eu son crédit. Ou alors, on attend que effectivement il y ait un départ de locataire. Là, on fait la rénovation et on met en location courte durée. Pourquoi pas? Et bizarrement, à Massy et comme un peu partout en France, t'as de la demande en fait sur Airbnb. Donc si tu fais des estimations entre 50 et 80% de taux de remplissage, 50 c'est le worst case, 80 ben, c'est génial, ben, tu as des revenus entre 300 000 et 500 000 euros par an en fait en courte durée. Alors ça c'est avant conciergerie, avant charge, électricité, tout ça, parce que sur un gros immeuble ça commence à chiffrer. Mais en fait t'as un invest, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours tirer la ficelle et les gens souvent ils disent ah mais ouais je suis juste à l'autofinancement. Non, il faut tout regarder. Là, si j'avais juste dit, tiens, on s'autofinance tout juste, je serais passé à côté de, éventuellement, une opportunité où on peut faire de l'achat-vente avec quoi, grosso modo 1 million, il est valorisé à 2,4 millions, hein, le bien, il nous reste 1,4 million à rembourser de crédit. On a 1 million de marge éventuellement, ou alors on fait 25% de renta en courte durée. Tu vois un peu, et tout ça juste en tirant la ficelle. Pas juste en disant ah la petite ligne en bas de rentabilité elle me satisfait pas. Il faut avoir plus loin que ça, tu vois. Et entre parenthèses, on a payé un chasseur. Hein. Ça c'est juste pour un petit pied de nez à tous ceux qui me disent ah mais Sylvain tu proposes des opportunités avec des chasseurs qui prennent 10, 15, 20 000 euros. Là on a payé 60 000 euros de chasseur. Que t'es Et en content de fait, payer et vu je cette suis offre, quoi. content d'avoir payé et tous les jours je les repaye, tu vois. Donc en fait, il faut essayer de s'enlever ces petits billets, tu vois, d'investisseurs qui disent ah mais en fait ça me rajoute le chasseur, du coup c'est pas intéressant ou la renta est pas si. Non, il y a plein de dimensions dans un investissement et c'est ça qu'il faut essayer d'intégrer. Ce qui montre aussi que même quand on t'apporte un deal comme ça sur un plateau, entre guillemets, c'est pas du pré-marché, il faut que tu ailles faire tes propres recherches toi-même, que tu ailles voir effectivement la potentialité du bien, tu vois, c'est pas le chasseur qui t'a trouvé les 100 mètres carrés en plus, quoi. Clairement. Et on connaît tous cette histoire de l'immeuble Béziers. Je crois qu'il y a des gens de Béziers qui vont m'écrire sur le blog. Mais bref, je prends l'exemple parce que c'est toujours un peu la ville à la con, enfin un peu bête où tout le monde a investi et puis finalement ok il y a des bonnes rentas mais tu peux pas vendre ton bien et puis t'as des cassos sans locataire. Enfin bref, c'est toutes les mauvaises idées qu'il faut pas mettre en place. Mais en gros, on a tous en tête cet immeuble où il y en a un, t'as acheté ton immeuble à Béziers, sur le papier il y a 10% de renta, tu sors du chez le notaire, tu te poses un mois en parlant à tous tes potes que t'as fait un super invest, et en fait t'as que des préavis de départ, tout le monde part, et tu te rends compte que c'était pas la valeur de marché. En fait, il s'était mis d'accord avec le propriétaire précédent. Et en fait, au lieu d'avoir 10% de renta, le loyer c'était en fait le tiers ou la moitié, et tu finis à 4,5 de renta à Béziers. Et là c'est pas bon à Paris c'est cool d'avoir 4,5 de renta, mais à Béziers il faut se pendre. Hein. Donc tu vois, il faut faire son étude, sa due diligence. Est-ce que les loyers c'est les prix de marché? On étudie les baux, on regarde le prix, combien je revendrai éventuellement bien, c'est quoi ma marge hypothécaire. Il faut tout analyser et c'est pas un truc qui se fait en 10 minutes. C'est quelque chose qui prend du temps. Si tu sais pas faire et tu m'appelles, enfin on peut le faire aussi ensemble parce que ça c'est mon taf aussi. Hein. Quand j'envoie une opportunité, je dis pas juste débrouille-toi. On s'appelle quand t'es dispo et puis on fait une analyse détaillée du bien. Et tu rentres dans mon cerveau d'investisseur et tu vois ce qui est important à regarder ou ce qui est pas très important. Tu vois. Ce qui sur ce deal-là t'avait vraiment attiré ton intérêt, c'était le fait il était du coup grand et enfin au prix au mètre carré du coup en dessous déjà, on était sur la petite surface qui est bien valorisée, il était grand, enfin il y avait plusieurs lots, donc il y a forcément plus de potentiel à faire quelque chose. Comme tu dis, tu peux faire un panaché de choses en fait, en vendre certains, en laisser en location. C'est ça qui t'a vraiment mis la puce à l'oreille? J'ai bien aimé le côté flexible de l'invest, effectivement.
Après, la demande locative était très forte aussi. Dans un court instant, on verra quel est le lien entre investissement locatif et marchand de biens, quand est-il pertinent d'arbitrer son premier bien, et comment Sylvain dégage une marge d'1 million d'euros sur une opération de marchand de biens. À tout de suite. En fait, tu regardes, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que mon bien, je vais avoir une bonne demande locative? Est-ce qu'il est bien placé? Après, sur un immeuble, tu demandes, poses plein de questions, effectivement, sur la toiture, la façade, enfin, les trucs qu'on connaît tous, hein, mais ça, c'est un peu bêta, tout le monde fait ça, si tu veux, et ça se fait au cours des visites. Derrière, tu essaies d'estimer un petit peu les travaux, tu fais ton BP. Enfin, tu regardes un peu, est-ce que ça tourne pas? Ok, là, ça s'autofinance, mais ok. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les agences. Oui, bonjour, et on a fait, en fait, le client mystère en disant, je cherche des T2 de 35 mètres carrés à à 160 000 euros, par exemple, tu vois, pour voir un peu la réaction des agents. Et là, c'était génial parce que tu sais comme ils sont les agents, c'est génial. Ils savent pas, enfin, ils disent ah ben non monsieur, enfin c'est impossible ça monsieur, enfin vous trouverez jamais. Nous ça nous allait bien, même s'ils nous rentraient un peu dedans, ils nous répondaient comme des chiens. On était content d'avoir cette réponse-là parce que même si c'était un peu déchiqué, on se disait bon on tient quelque chose parce que ça a l'air galère de trouver un T2 dans ces prix-là, donc ça veut dire que ça valide le prix de sortie éventuel si on veut vendre. D'ailleurs, sur la courte durée, on s'y est penché récemment, parce qu'en fait, l'idée, c'était pas forcément d'aller en courte durée. Mais tu te dis, tu tapes conciergerie Massy, ou conciergerie la ville dans laquelle tu investis. Et tu vas vite voir, est-ce qu'il y a une ou deux conciergeries dans ta ville? Le meilleur moyen. Les gens vont sur Airbnb. Ok, après, c'est bien, effectivement, de creuser sur Airbnb ou sur Airbnb. Mais si tu as une conciergerie dans ta ville, a priori, tu vois, c'est qu'il y a un peu de demande. Bon, il faut quand même vérifier derrière, hein. Et puis après, tu les appelles. Tu les appelles et tu leur demandes c'est quoi le prix annuité, c'est quoi le taux de remplissage, est-ce qu'il y a de la demande, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre de 4 couchages à Massy sur un T2 en duplex. Ok, intéressant. Tu vois, enfin voilà, c'est toujours pareil, tirer la ficelle et puis pas être figé parce que la courte durée c'est quelque chose qui est venu sur le tapis dernièrement. Tu vois, ça fait 1 an et demi qu'on a cet invest. Mais voilà, tu peux aussi évoluer dans le temps, avoir un invest qui pivote entre guillemets et tu passes de la longue durée à éventuellement un peu de vente, un peu de courte durée, puis on revient sur de la vente et puis pourquoi pas revenir sur la longue durée. C'est des invests qui vivent en fait dans le temps, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Les gens ils voient pas le côté dynamique de l'investissement. C'est de dire je mets en place l'invest, j'attends 20 ans, j'ai ma rente. Non, c'est tellement plus compliqué que ça. Enfin, pas plus compliqué, c'est pas le bon terme. C'est plus intéressant que ça en réalité. Parce que tu peux t'amuser avec ton invest. Celui-là, donc c'est le premier du cycle après les arbitrages. Dans ton intention, avec le cas généré par celui-ci, que ça soit en locatif ou sur certains arbitrages, il y a une idée derrière de le recycler sur d'autres OP derrière, ou c'est déjà fait peut-être comment? Non, c'est pas encore fait, mais oui, bien sûr. C'est l'idée, c'est toujours de faire tourner le cash. Donc, tu mets tant d'apport quand tu l'as récupéré via un différé éventuel, parce que tu avais beaucoup de cash flow, t'as un différé, ou t'as revendu un appart sur un immeuble, t'as récupéré ton apport. Hop, t'as ton invest qui continue à tourner pour toi tout seul. T'as déjà gagné en fait, si tu veux. C'est comme quand t'es break-even sur les cryptos ou sur un invest sur les marchés. T'as sorti ta mise de départ entre guillemets, puis tu laisses tourner. Si t'es confiant et que tu crois bien sûr dans le support financier, hein, tu laisses tourner. Ça y est, c'est un invest, il est gagnant en fait. T'as déjà gagné. Donc là, pareil, tu sors ton apport personnel et tu réalloues sur d'autres investissements qui, on espère, vont avoir les mêmes intérêts de ça. Et donc, qu'est-ce que je regarde aujourd'hui sur la partie immobilière? Faire un peu de marchand. Oui, parce qu'il faut des apports. Et puis faire effectivement d'autres locatifs. Alors moi, qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? J'aime bien. Alors, j'étais beaucoup longue durée à Paris à l'époque et bien. Enfin, c'était une super stratégie. Ça m'a montré que ça marchait bien. Là maintenant, je m'amuse. Enfin, je m'amuse. J'ai envie de m'amuser un peu avec la courte durée et j'ai un peu dans l'idée d'acheter éventuellement un appart dans, tu vois, 4-5 grandes villes en fait en France où il y a de la demande, tu vois. Et j'ai pas mal de chasseurs qui m'envoient des opportunités à Bordeaux, à Marseille. Alors Paris c'est un peu plus compliqué ou en région parisienne, tu vois. Pourquoi pas à Nantes, à Toulouse, à Lille. Enfin voilà, je vois qu'il y a du potentiel. Je vois que parfois il y a du mispricing. Je reçois des estimations qui sont complètement fausses en fait, mais dans le bon sens. Tu vois, pareil, hein, j'ai reçu une opportunité à Bordeaux il y a 2 semaines. J'ai un investisseur qui s'est positionné et ça va avancer avec lui. Mais j'aurais adoré le faire. Si je réfléchis maintenant à l'investissement, il y a, sans aller trop dans le détail, mais c'est bon, on n'achète pas très cher, c'est très bien, on est en étage, ce qui est rare pour un local commercial, parce que Bordeaux c'est comme Paris, tu sais, il faut de la commercialité pour faire du Airbnb maintenant. On achète bien, mais surtout la conciergerie.
qui travaille tu vois, de pair avec le chasseur, fait des estimations pour valider l'estimation de prix, la nuitée, taux de remplissage. Taux de remplissage, il est toujours à 80%. En gros, tu finis toujours, si t'es au bon prix, à 80, 90, mais il se mouille pas trop, tu finis à 80%. Mais elle nous estime pour 6 couchages à 130 euros la nuitée, tu vois, à Bordeaux. Et tu vas sur Airbnb, tu regardes où c'est situé, c'est super bien placé, à côté de la place Gambetta. En fait, il y a rien en dessous de 250 euros la nuitée. Donc, t'investis sur, a priori, 8% de renta net, en prenant en compte la conciergerie, la charge, la taxe foncière, etc. Et il va finir à 15% l'investisseur. Donc ça, bah, je lui ai dit à demi-mot, il sait, il est pas bête, il va sur Airbnb, il voit que c'est en fait la conciergerie, il a fait n'importe quoi. Tu sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a pas voulu bien pricer parce qu'elle a pas envie de gérer ce bien-là? Est-ce que elle se dit, bah, sur ces biens-là, ça va être trop de travail? Est-ce que j'ai vraiment envie d'éviter le côté déceptif? Et il y a plein de gens qui font ça, qui te mettent vraiment comme à l'époque Austin Fly à Paris. Je me rappelle quand c'était la folie sur les locaux commerciaux pour faire de la courte durée à Paris. Quand on pouvait encore avoir des DP pour l'hébergement hôtelier. Austin Fly, il disait, bah, vous allez louer 60 euros la nuit, votre studio, dans le Marais, quoi. Ok. Mais en fait, tu le loues 200 aujourd'hui, tu vois. Enfin, donc, c'était juste, il voulait pas te vendre du rêve, et bon, tu peux comprendre maintenant, mais il faut juste le savoir. Il voulait pas te vendre du rêve, et il voulait juste que t'aies quelque chose au ras des pâquerettes, et que tu sois content derrière quand tu passes avec eux, parce que tu vas leur donner la gestion a priori derrière. Et donc, quand tu passes avec eux, tu vas dire, oh, ils sont trop forts, hein. T'imagines, ils te louent 100 euros la nuit, alors qu'ils m'ont dit que c'était 60. Non, en fait, c'est juste qu'ils t'ont fait un pricing très très bas, très dégueulasse au début, et puis maintenant t'es content. Mais voilà, ça revient à la due diligence. Fais tes devoirs, réfléchis à l'investissement, et crois pas ce que les sachants te disent. Fais ta propre recherche. T'as Internet aussi comme tout le monde. Tu peux faire les recherches, c'est aussi simple. Tu parlais tout à l'heure du marchand, tu disais que c'était bien pour faire les apports. Tu l'as démarré quand cette activité et comment tu l'organises avec le reste du coup? Est-ce que ça alimente vraiment le locatif? Est-ce que c'est pour alimenter d'autres choses? Comment tu vois la chose? Je vois pas de vase communicant vraiment aujourd'hui entre la partie marchand. Alors peut-être que ça va le devenir parce que c'est pas si simple que ça. Et t'as des biens. Je sais pas toi où t'en es d'ailleurs. Je sais que tu fais un peu de marchand aussi, mais tu me diras peut-être tout à l'heure. Mais en gros, oui, le marchand c'est bien parce que sur le papier, si on te vend un peu le marchand, enfin, au-delà du fait que c'est intéressant intellectuellement et que ça peut être rémunérateur, on te vend que tu vas mettre grosso modo à l'époque. Hein, il y a 2 ans de ça. J'ai commencé il y a 2 ans pour te répondre. On te dit tu mets 20% d'apport. Donc tu as un levier x5, d'accord? Tu mets 20% et bon, tu as un projet qui est à 100%. Et en général, sur les projets qui marchent, tu as 20% de marge. Donc ton calcul, ton petit cerveau, il est assez, il réfléchit assez rapidement, il dit, j'ai mis 20% et je sors avec 20% de marge. Donc je récupère mes 20% et j'ai 20. Donc en fait, tu doubles à chaque projet. C'est un peu ça, hein, la proposition de valeur sur la partie marchand. C'est, allez, c'est pas si compliqué que ça. Tu mets 100 000 euros sur la table et tu sors avec 200 000. C'est un peu la proposition de base. Sauf que quand tu tires une fois de plus la ficelle, on va m'appeler Monsieur Ficelle, bah tu vas te rends compte que c'est très très compliqué et aussi chronophage. Pour répondre à la question, moi je fais tout le temps en fait. Si par demi-journée, je m'organise, c'est-à-dire qu'il y a la partie accompagnement d'investisseurs le lundi matin, le lundi après-midi, je travaille sur la partie marchand de biens, Massy entre midi et 2 parce que j'ai l'immeuble à gérer et on a pas, bon, là on l'a fait la mise en copro donc il y avait un peu de taf. Puis derrière il y a les ventes, il y a les travaux, enfin il y a pas mal de choses à gérer. Quand t'as un immeuble de 15 apparts, il se passe des choses. Donc en fait, mes journées, c'est full IMO, mais que ce soit locatif, marchand, mon activité d'accompagnement auprès des investisseurs, etc. Mais la partie marchand, si je fais un petit focus là-dessus, enfin, ça a été beaucoup la mode parce que c'était facile, parce que quand les prix augmentaient de 10% tous les ans, en fait, à la limite, t'achetais, tu revendais, c'était facile, tu faisais ta marge parce que juste les prix augmentaient. Là aujourd'hui, les prix ont arrêté d'augmenter. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de marchands et tu dois le savoir qui mettent la clé sous la porte aujourd'hui. Donc attention à tous ceux qui sont un peu happés par les vendeurs de formations YouTube, etc. Et si tu es vraiment accompagné, c'est bien fait et qu'il y a quelqu'un qui valide les BP avec toi, qui limite fait les démarches, te donne son réseau avec les archis, les géomètres, les notaires, tout ça, why not? Mais celui qui est dans sa chambre d'étudiant, non mais qui commence à bosser et qui a reçu une donation de 40 000 euros de ses parents et qui s'y prend tout seul sans trop se former ou sans trop avoir de mentor, en fait. C'est plus que la formation parce que c'est pas en 20 vidéos que tu vas savoir être marchand, quoi. Il faut vraiment trouver les bonnes personnes à qui poser des questions tricky parce qu'il y a 1000 questions vraiment à cerner pour être un bon marchand.
Tiens, il y a plein de choses. Il y a du fiscal, il y a la partie PLU avec l'urbanisme. Ça, c'est une telle tannée. Ça, je pensais pas que c'était si autant une tannée. Tu tombes sur des petites mairies qui font du zèle. A priori, tu respectes le PLU, mais ça va quand même pas parce que peut-être ta tête elle revient pas au maire. Enfin, voilà, il y a plein d'incertitudes. Et c'est pas en une vidéo de YouTube de 14 minutes que tu regardes le matin sur les toilettes que tu vas réussir à faire beaucoup d'argent dans la partie marchand de biens. Attention, et encore plus avec le contexte actuel qui est vraiment casse-gueule avec les prix. Les gens ont du mal à avoir leur crédit. T'as les intérêts qui vont courir. C'est une activité qui est stressante. Hein. C'est-à-dire que tu as les intérêts tous les 3 mois, tu payes des intérêts. Hein. T'as une ligne de découvert en fait, hein, et tu payes des ajouts tous les 3 mois. Donc si ton projet c'est pas comme locatif, bon allez j'ai 2 loyers qui sont pas rentrés cette année, mais c'est pas grave, j'ai remboursé plein de crédits. Non, là tu rembourses pas du crédit, tu rajoutes du crédit sur le crédit, la partie marchand. Tu connais cette situation de stress, hein, à moins que tu aies fait que des opérations en cash, mais quand tu fais appel au crédit, ben quand tu as une vente qui casse ou quand tu as un acquéreur qui a pas son crédit, ben tu reprends 3 mois d'intérêt en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, complètement, c'est vraiment beaucoup plus pro. Et il faut faire tourner vraiment le cash. Et c'est plus complexe. Ça fait quoi comme opération sur l'activité marchande en On est particulier? sur 3 OP. Ouais, si tu veux un peu de détail, on est sur 3 OP dans le 77 parce qu'on a Guillaume, que tu connais, un de mes associés, on est 4 en tout dans l'aventure. Lui, il a un bon réseau dans le 77 et parce qu'il a beaucoup investi, il a fait beaucoup de courtes durées dans le 77 aussi. Et puis du coup, les agents l'appellent et quand il y a des belles opportunités, on les étudie. Mais tu vois, si on regarde d'une manière chronologique tous les 3 projets sur lesquels on est, c'est le dernier qui se passe le mieux. Alors que ça s'est empiré dans le temps, si tu regardes chronologiquement, les taux n'ont pas arrêté d'augmenter, normalement, ça aurait dû être peut-être le plus compliqué pour sortir, etc. Mais non, en fait, parce que on s'est formé sur le tas, en apprenant de nos erreurs. Tu regardes notre premier BP notre première opération, c'est une maison de 450 mètres carrés, donc 77, et qu'on divise en deux, tout simplement, et qu'on achète pas très cher. Et sur le papier, ça marche, parce que tu dis trop bien, on fait un peu de travaux, tu fais une division, t'as pas besoin de faire de DP ni rien, juste on a fait une DP pour créer un nouvel accès, parce on touchait à la rue. Mais derrière, le BP, nous, en fait, au début, il faisait 4 lignes, quoi. Et on avait prix d'achat, notaire, architecte, et limite, enfin, tu vois, on avait agent immobilier. Enfin, c'est nul, tu vois. Enfin, genre, le BP, tu le regardes aujourd'hui, il y a 40 lignes. Il y a 40 lignes. Non, mais tu vois. Donc, en fait, c'est un métier. Et donc là, on est toujours sur ce projet parce que je te passe les détails, mais on a eu des déboires avec l'entrepreneur, les travaux ils ont duré une éternité. On a pris pleine gueule l'augmentation des taux de Nous, c'est un projet qui ça fait depuis 2021. Donc autant dire que on a pris l'augmentation des taux, le durcissement de l'accès au crédit. Donc à l'époque c'était facile, là c'est des maisons qu'on vend 500 000 euros aujourd'hui. Mais 500 000 euros en 2022 ou 2021, c'était beaucoup plus simple à lever qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ton taux d'endettement, il faut gagner 15 000 euros par mois pour lever 500 000 euros, tu vois. Donc, enfin, j'exagère un peu, tu vois, mais en gros, il faut au moins 10 000 euros par mois donc, plus, enfin, voilà. Ça, c'est le premier projet qui a été galère et que, bon, on va voir le bout du tunnel d'ici pas trop longtemps. Vous allez sortir sans marge zéro ou vous allez sortir avec un Alors, peu de... on est très content si on sort à zéro, tu vois. Il faut pas avoir honte et peut-être qu'il y a très peu de gens qui vont le dire sur un épisode de podcast comme ça, qui est assez écouté. Mais c'est ok de sortir à zéro, en fait. Enfin, tu vois, enfin, t'as appris, c'était notre premier projet, on va sortir à zéro, voire un peu en négatif. So what? Très bien. Et puis, t'as vu le dernier projet, je te parle maintenant du dernier projet, on a acheté un immeuble à Torcy, donc dans le 77, où il y a 4 lots, une dépendance et puis 3 lots principaux un par étage dans l'immeuble principal. Là, en fait, on a vendu en 6 mois 3 des 4 lots. Donc, on a déjà remboursé notre financier parce qu'on avait quelqu'un qui nous accompagne dans ces aventures. Enfin, sur 2 des 3 projets dont on parle, il nous accompagne. On a émis des obligations en réalité. Il croit en notre projet, donc il nous suit et puis c'est cool. Et puis on a des bons échanges ensemble et c'est toujours agréable de travailler avec lui. Mais là, notre marge, c'est le dernier lot qu'on est en train de vendre, si tu veux. Donc là, c'est facile, tu vois. Enfin, c'est facile. T'apprends aussi parce que le marché, on le connaît mieux. C'est une zone plus dynamique. Il n'y avait pas de travaux à faire. Alors que sur les autres projets, on vend des biens avec travaux et aujourd'hui, ça fait peur. Depuis, j'en sais rien, la crise en Ukraine. Il y a pas mal de raisons qui ont bon dos sur pourquoi les travaux, etc. Ça fait peur. Les prix ont augmenté des matériaux. Mais tu vois, le dernier projet, en fait, c'est le projet qu'on a fini finalement le plus tôt. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais parce qu'on s'est aussi formé, parce qu'on a appris de nos erreurs, et puis c'est comme ça, et puis on va continuer, on va faire d'autres projets. Mais c'est ultra formateur. J'ai appris 1 million de trucs en faisant ça. Et tu dirais du coup, pour refaire la relation entre l'activité marchand et le reste, le locatif notamment,
que c'est ça enfin dire la courroie de transmission, c'est plus l'apprentissage que tu gagnes sur l'un, tu peux l'appliquer sur l'autre. Plus que par exemple, enfin, ce qui est typiquement le cas aujourd'hui quand j'entends les investisseurs, c'est j'arrive au plafond d'endettement, je vais faire du marchand, tu vois. C'est le truc un peu classique. Bon, ok, les banques me prêtent plus, je vais faire du marchand. Mais toi, tu le vois pas comme ça, du coup. Est-ce que c'est par la connaissance que tu en gagnes que tu vois l'intérêt de faire du marché en parallèle, ou comment tu... Ouais, enfin, c'est pas parce que t'as acheté ne serait-ce que 5 ou 10 appartes et que t'as fait même 3 immeubles que tu vas être bon en marchand, en fait. C'est très différent. Combien de mecs qui font de l'investissement locatif ont déjà regardé un PLU? Je te pose la question. Quand t'achètes un appart, tu regardes pas le PLU, tu vois. Enfin, c'est facile. En fait, tu dois créer de la valeur en tant que marchand. Et en fait, tu vas créer de la valeur en faisant ce que les autres personnes n'ont pas envie de faire, en fait. Donc tu vas te taper les rendez-vous en mairie, tu vas étudier le PLU et c'est pas ultra intéressant le PLU, hein, tu vois. Enfin, tu vois, tu vas aller là où les autres personnes ne veulent pas aller. Tu vas acheter une grange qui ressemble à rien et tu vas en faire une maison sympa et tu vas l'acheter 800 euros du mètre et tu vas la revendre 3200. Sauf que tu vas te creuser les méninges, tu vas faire des points avec un archi, faire des points avec, tu fais une mise en copro, des notaires, des géomètres, etc. Tu vas faire ce que les gens n'ont pas envie de faire, en fait. Donc c'est un boulot aujourd'hui qui est devenu sympa parce que les formateurs ils roulent en Porsche, mais en fait c'est un boulot assez ingrat, le marchand. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, si t'es d'accord avec moi, mais c'est ultra ingrat. T'as la tête dans les papiers, tu lis des PLU toute la journée, les géomètres c'est pas du tout glamour en fait la partie marchand. Le seul truc glamour, c'est quand tu fais ton inscription sur la vidéo YouTube en disant 20% de marge, 200 000 euros. Mais c'est la seule chose glamour en fait. Derrière tout le long du process, il y a rien de glamour dans la partie marchand en fait. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc pour répondre à la question, locatif, transition facile pour marchand, non, c'est deux métiers totalement différents. Ok, oui, c'est peut-être intéressant sur les sorties, sur la partie commercialisation, tu connais les prix de vente, tu sais que si tu veux vendre, tu sais, t'as deux façons de vendre, hein. Soit tu vends à un hacker qui veut habiter dedans, donc tu vends SARP en fait, le mec qui va habiter dedans, soit tu vends à un investisseur. Et comme tu as été investisseur locatif, bah, tu sais te mettre à la place du futur hacker, si tu as un bien qui est rentable, qui va plaire, qui est un peu sexy, niveau rentable, etc. Là oui. Mais sur tout le reste, en fait, oui, bah, tu sais comment on signe une promesse, super, tu sais, voilà, à quoi ça sert un notaire, mais c'est pas là-dessus, c'est pas sur ces détails-là que tu vas faire de l'argent. C'est sur tous les autres détails un peu ingrats et les tâches ingrates que tu vas vraiment faire de l'argent et surtout sur l'étude en amont. Ça oui. Non, mais j'adhère à cette idée que le gain en fait sur l'activité marchande, c'est surtout dans la connaissance, le savoir-faire, le côté entrepreneurial, enfin l'intérêt intellectuel également, puis la crédibilité aussi. Je pense que ça doit pouvoir aider, mais pas effectivement une voie de sortie directe pour gagner de l'argent rapidement en fait. Ouais, c'est évident. Ouais. Ou alors sur des projets dits plus simples, tu sais, où t'as juste une réno à faire. Je dis pas, tu vois, enfin t'as un super réseau à Paris, on t'envoie un appart rue des Saints-Pères à 9000 euros du mètre. Il faut enfin oui, trop bien, tu Réunion vois. intérieure, t'as pas de Tu problème vois, d'urbanisme, t'as rien, ouais. c'est facile. Donc il faut y aller. Et ça, oui, tu peux le faire, même si t'es pas investisseur locatif d'ailleurs. Hein, si tu étais juste, tu pourrais faire n'importe quelle profession en réalité. On t'envoie ça, tu l'as fait quoi. Point à la ligne. Tu te tais, tu l'as fait, j'allais dire. Mais tu vois, mais mais oui, non. Dès que c'est un peu touchy, qu'il faut un peu de connaissances et mettre les mains dans le cambouis, c'est pas parce que t'as fait 3 invests locatifs que ça va t'aider. Alors toi, Sylvain, t'as lancé, si on retourne en fait, Investimmeuble, ton blog en plein, enfin la période des taux zéro, hein. Et Ouais. c'était complètement une autre période. T'as aussi gardé le contact avec beaucoup d'investisseurs parce que tu mentionnes, tu fais du mentorat, du coaching notamment. Tu accompagnes en tout cas les investisseurs. La question la plus posée en ce moment, c'est justement, tu vois, dans le locatif, c'est avec la hausse des taux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore, tu vois, construire tel qu'on construisait, ou on peut construire du patrimoine avec un salaire aujourd'hui classique, et quelle stratégie, s'il y a un changement à faire, quelle stratégie adopter dans ce contexte? Ouais. Et c'est intéressant parce que j'ai un peu bossé là-dessus du coup avant et je me suis dit c'est trop bien. Moi je suis quelqu'un de chiffres et j'adore Excel et je fais tous mes petits calculs et c'est comme ça que je m'en sors un petit peu aujourd'hui parce que je pense que dans l'IMO on pourrait, tu vois, il y a mathématiques financières, ça existe, mais en fait il devrait y avoir les mathématiques immobilières.
parce que je pense vraiment qu'il y a des choses que les gens n'ont pas intégrées, et il faut vraiment tout baser sur les calculs en réalité. Et j'ai essayé de comparer cette semaine, je me suis dit hier, bon ok, demain je suis avec Paco en podcast, est-ce que je vais comparer en fait les taux à 1,5 et les taux à 5%, parce qu'on est plus ou moins à 5%, on va y arriver en tout cas. Puis il y a 1 an et demi, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 1,5% en fait, en réalité sur les taux. Je vais mettre vite fait j'avais préparé un petit fichier Excel, mais en réalité, qu'est-ce qu'on se dit? Tu sais, il y avait un coefficient qui était assez connu à l'époque, jusqu'à il y a 2 ans de ça, pour connaître ta mensualité de crédit, c'était, allez, j'ai 200 000 euros à lever, enfin, j'ai un projet de 200 000 euros, si je fais un crédit, tu divisais par 200, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, t'avais ta mensualité. Tu savais que tu faisais un projet, tu levais 200 000, t'avais 1 000 euros de crédit par mois, quoi. En gros, c'était un peu la règle, tu vois. Ça, c'est quand les taux, ils étaient à 1,5. Sauf que les taux, maintenant, ils sont à 5%, et le coef de 200, le fameux coef qui allait jusqu'à 220, etc., ben, aujourd'hui, c'est 150. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la hausse des taux de 1,5 à 5%, en réalité, aujourd'hui, avec 1 000 euros, t'empruntes 150 000 euros auprès d'une banque, et à l'époque, tu empruntais 200 000 euros. À l'époque, c'est il y a pas si longtemps, je répète, c'est il y a 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu 25% de pouvoir d'achat, en réalité, quand tu fais un crédit immobilier. Ça, c'est la première des choses qu'il faut intégrer. Et en 1 an et demi, ça fait quand même une grosse différence de 25% de pouvoir d'achat. La deuxième chose qu'il faut intégrer en tant qu'investisseur locatif, c'est souvent une question que j'ai, c'est l'autofinancement, il est à quel niveau de rentabilité, tu sais? C'est-à-dire que l'autofinancement, juste pour rappel, c'est quand tes loyers couvrent ton crédit et tes charges. En gros, quoi. En gros, t'as un flux de trésorerie qui est nul à la fin du mois, t'as pas à rajouter au pot, t'as pas de cash flow positif, mais t'as pas à rajouter au pot, t'as pas de cash flow négatif, t'es à l'autofinancement, ton invest, il tourne tout seul en réalité. Avec des taux à 1,5, l'autofinancement, avec ce fameux coefficient de 200, il était à 6% net. C'est-à-dire que tu avais un invest à 6% net il y a 1 an et demi, avec un taux à 1,5, tu avais l'autofinancement. Aujourd'hui, est-ce que tu sais à quel niveau de taux est l'autofinancement? Si tu fais pas d'apport, hein, je te parle. Hein. On est toujours là, on fait pas d'apport. Ouais, je dirais 9-10. Non, là tu vas un peu loin, mais aujourd'hui, avec un taux à 5%, ne dis pas ça. Avec des taux à 5%, aujourd'hui, il faut atteindre 8% net pour avoir l'autofinancement. Ah oui, net. Sans apport, je rappelle. Ça, c'est la règle, c'est un calcul qui est toujours intéressant. Quand les gens se disent, tiens, on m'a proposé une opportunité, j'ai quelle rentabilité, est-ce que je suis à l'autofinancement? Mais ça, c'est sans apport, sauf que c'est pas un bon calcul, tu fais plus d'invest sans apport. Donc en fait, quand tu pars de ces 6% à l'époque et 8% aujourd'hui, sans apport, comment on arrive? Allez, je mets 10%, je mets 20%, je mets 30%. Ben, t'enlèves en fait 10% à 8% ou 20% à 8%. Donc si tu mets 10% d'apport sur un invest aujourd'hui, ton autofinancement, il est à 7,2 net de rentabilité, d'accord? Et puis si tu mets 20%, ben, t'enlèves 1,6, donc t'arrives, si je suis pas trop nul, à 6,4, d'accord? De rentabilité nette. Donc en fait, il y a pas mal d'invest où tu peux encore avoir l'autofinancement en mettant 10, 15, 20% d'apport. C'est possible. Je sais qu'il y aura tous ceux qui jurent que par le sans apport, etc. Mais amusez-vous, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, les frais notaires, au moins, et le mobilier, tu vas l'apporter. Enfin, ça va être très compliqué de faire moins. Et moi, qui bosse beaucoup avec des expatriés, mon service fait beaucoup de sens auprès d'expatriés parce que ils sont pas sur place, ils connaissent pas grand chose en réalité, ils ont besoin de gens qui font les calculs sur l'apport personnel, etc. Et je vois que le financement pour un expat, il faut vite mettre 20, 25 à 30% d'apport. Mais, je fais l'histoire un peu courte. Aujourd'hui, il faut 8% si tu mets pas d'apport pour avoir l'autofinancement. Quand il y a 1 an et demi, il fallait 6% net. D'accord. Ça, c'est la deuxième chose. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va être intéressant? Les gens n'ont pas en tête, et j'ai souvent des gens qui m'appellent, investisseurs, mais qui pour le coup, on est en début de relation, me disent, Sylvain, tu me proposes des opportunités à 5% de rentabilité à Paris, net, mais donc c'est souvent des expats qui sont aux US ou ailleurs avec les taux sont élevés partout de toute façon aujourd'hui, et qui me disent, mais si demain je place sur mon livret, j'en sais rien, Apple, Revolut, tout ça, je suis à 5% aussi, mais j'ai pas de... Et ça, c'est les gens qui ont du mal à comprendre qu'il y a un effet de levier dans l'immobilier. 5% de rentabilité, ça veut pas dire que tu mets 10 000 et que tu as 5%, ou 100 et que tu as 5 dans la poche, en fait. La rentabilité, c'est un indicateur qui permet de comparer deux investissements comparables. Attention, il faut souligner comparable. Tu compares pas une LCD à Bordeaux et puis un invest sécurisé à Paris. Mais ce que les gens ne calculent pas, en fait, c'est l'enrichissement. C'est le retour sur le capital investi. À partir du moment où tu as un levier, ça veut dire que tu as un crédit immobilier, ça veut dire que tu rembourses du capital tous les mois. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Sauf qu'on a été très impacté par les taux.
sur 1000 euros de mensualité avec des taux à 1,5, tu sais quelle est la part de capital que tu rembourses sur 1000 euros de capital. Donc, ce qui finalement rentre dans ta poche. 1,5, bah, tu dois être ça devait être 800, non? 750 à peu près, ouais, ça dépend. Quand on était vraiment à 1%, c'était 800. Donc, tu avais 75% de ta mensualité de capital, en fait, que tu remboursais. C'est-à-dire que dans ta poche, en fait, hein, c'est pas liquide, parce que tant que t'as pas revendu, c'est pas dans ta poche, mais en fait, tu remboursais 750 euros sur ton crédit de capital et 250 euros d'intérêt. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, est-ce que tu sais quelle est la part de capital sur ta mensualité de 1000 euros? Avec des taux à 5%. Bah ouais, mécaniquement un peu moins, je sais pas, je dirais 600, 700. 375 euros. Ok? Donc, mais en gros, t'as divisé par deux le montant de ton capital que tu remboursais sur ton crédit avec des taux qui passent de 1,5 à 5%. Donc, c'est énorme. On parle du début de crédit. On sait très bien que dans la vie du crédit derrière, effectivement, tu vas rembourser de plus en plus de capital et de moins en moins d'intérêt. Les banques sont assez intelligentes pour ça, c'est-à-dire que l'échéancier, il est fait de telle sorte que tu rembourses beaucoup d'intérêt au début et que comme ça, à la fin, si tu veux sur les temps crédit, ils ont moins, les gens ont moins, les investisseurs ont moins à rembourser. Mais c'est quand même intéressant de se dire, ok, je rembourse 2 fois moins. Mais une fois qu'on a dit tout ça, donc ça a l'impression que le tableau il est très très noir si tu veux. Tu as moins de pouvoir d'achat dans l'immobilier. L'autofinancement il est plus dur à atteindre parce qu'il faut avoir aujourd'hui des rentabilités plus élevées pour l'autofinancement. Et tu rembourses beaucoup moins de crédits tous les mois, sauf que l'immobilier reste à ce jour, malgré les taux élevés, le vecteur d'enrichissement le plus important. J'ai comparé aussi le retour sur CAPEX. C'est quoi un CAPEX quand tu fais un investissement immobilier? En fait, c'est ton apport personnel. D'accord? Tu fais un invest à 200 000, tu mets 10% d'apport, c'est 20 000 euros ton capex, ton apport personnel. Et en fait, c'est ça qu'il faut comparer. Quand l'investisseur de Houston me dit, ouais, mais j'ai 5% sur mon livret Apple, et tu me proposes 5% de rentabilité, c'est, ok, si tu mets 20 000 euros sur ton livret Apple, tu as 5% de retour. Si tu mets 20 000 euros d'apport personnel sur un projet à 200 000 à l'autofinancement éventuellement, de combien tu t'enrichis? Et là, tu prends en compte le remboursement du capital, et pour info, il y a 1 an et demi, t'étais à peu près à 40%, d'accord, de retour sur le capital. C'est-à-dire que tu mettais 20 000 euros sur la table sur un projet qui s'autofinançait. Les 20 000 représentaient 10% d'apport, grosso modo. Tu avais 40%, tu remboursais 8 000 euros la première année. Tu t'enrichissais de 8 000 euros la première année, d'accord? Donc 8 000 euros sur 20 000, 40%. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, la baisse du remboursement de la part de capital sur ta mensualité, tu t'enrichis de 27% en fait, si tu mets 10% d'apport. Donc, si tu mets 10% d'apport et que tu es à l'autofinancement, ok, l'autofinancement il est plus dur à atteindre, ok, tu as moins de pouvoir d'achat, mais est-ce qu'on arrête d'investir parce qu'on est passé de 40 à 27%? Enfin, tu vois, je te pose la question. Est-ce que c'est pas quand même des retours géniaux qui augmentent dans le temps en plus? Parce que ça, c'est la première année, et tu sais que chaque année, sur un crédit sur 20 ans, tu rembourses 5% de plus de capital. Donc tu es à 27% la première année, puis après tu es à 27% plus 5% la deuxième, et ainsi de suite. En fait, tu gagnes de plus en plus, en réalité, si tu compares avec ton CAPEX, ton apport personnel initial. Donc ok, si tu mets 20% d'apport, ça baisse, tu dois être autour des 15%, et si tu mets 30% d'apport pour les expats, tu es autour des 7-8% si tu as l'autofinancement. Mais c'est génial, 8% sur quelque chose qui en plus tu gagnes de plus en plus dans le temps. Let's go. Let's go. Je me fais l'avocat du diable quand même. Il y a pas de l'aspect gestion évidemment. Hein. C'est beaucoup plus passif quand tu investis dans des produits cotés, des actions. On est d'accord. C'est pour ça que tu dois avoir une prime. Bien sûr, bien sûr. Si t'as pas la prime, il n'y a pas d'intérêt. Mais sur le papier, oui, il y a encore un énorme gap entre les 5-6 là et les 25 qui, plus que, on va dire, compense peut-être, en tout cas c'est pour ceux qui croient en l'IMO, l'effort en fait, les emmerdes, etc. que tu peux avoir, surtout si c'est des biens qui sont gérés, bien gérés, pas trop pas trop chronophages quoi. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, même en courte durée, tu sais, les gens ont tendance à croire que la courte durée, il y a beaucoup de gestion, etc. Aujourd'hui, tu délègues à une conciergerie, ok, tu checkes un petit peu de temps en temps, est-ce qu'ils font pas trop de bêtises sur le pricing, la nuitée, etc. Mais en fait, derrière, c'est à 95% autogéré, en fait. Tu vois? Ça se fait. Tes investisseurs justement, à qui tu sers ces arguments, ils sont réceptifs, ils sont KO, c'est quoi le sentiment aujourd'hui? Aujourd'hui, le sentiment, c'est quoi la dernière une de Capital dans mes kiosques préférés? Et une semaine sur l'autre, les prix n'ont pas baissé, l'autre semaine les prix ont baissé, la semaine d'après les taux vont baisser, les taux baissent plus. Enfin, c'est les gens qui lisent encore ces journaux-là et qui
bon, ok, c'est sympa pour en parler autour d'un dîner avec les grands-parents, mais si t'es vraiment investisseur, enfin, à quel moment Capital décide s'il faut investir ou pas? Je te pose la question. Ils sont là pour vendre des journaux. Enfin, non, mais il faut juste bien réfléchir. Est-ce qu'ils sont là pour vendre des journaux? Et qu'est-ce que tout le monde a l'IMO en France? Quand tu mets les prix vont se casser la gueule, tout le monde va acheter ton journal. Point la ligne. C'est aussi simple que ça. Le business plan il est pas très compliqué. Comment on fait peur aux gens comme ça ils achètent nos journaux et nous on fait plus de dividendes et on paye nos actionnaires. Ok, super. Mais bon, c'est pas Matrix le truc. Il faut juste bien comprendre que là, il y a un intérêt derrière, ils te vendent leur journal. Oui, les prix ont stagné, oui, mais en fait, quand les prix ont stagné en 2012, les gens qui ont investi en 2012, ils sont où aujourd'hui? Tu vois, enfin, il faut bien avoir en tête, c'est comme, enfin, il y a des cycles et on revient toujours à la même chose, en fait. Il y a toujours des cycles et il faut arrêter d'essayer de timer le marché, surtout quand tu as un effet de levier dans le temps comme ça, qui est lent. Je dis pas de pas timer le marché sur les cryptos avec un levier x100. Là, on parle d'immobilier où tu as des leviers x5, 3, 4 maximum. Et puis, regarde la courbe de l'IMO. Ok, il y a des périodes, en fin des années 90, c'était pas très rose, etc. Mais les gens qui ont acheté en 90, tu crois qu'ils sont pas contents aujourd'hui, qui ont encore des immeubles qui ont acheté à Paris pour 200 000 euros? Enfin voilà, en gros, il faut toujours prendre la hauteur de vue et relativiser et se dire, ok, peut-être que ça va être un peu galère, peut-être que je vais avoir des petits coups de stress, etc. Mais on revient à cette fenêtre des 30 ans, maximise ta dette pendant les 30 ans qui viennent, si t'as 25 ans. Eh ben, c'est bon, ça va rouler pour toi, en fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, quand les gens me disent, ah, mais je sais pas, j'en ai eu plein dernièrement, effectivement, et moi, je force pas du tout. Alors ça, c'est la dernière des choses que je veux faire, c'est persuader quelqu'un d'investir. Je m'en fous. En fait, si t'as pas vu l'intérêt, alors moi, je suis là aussi pour t'expliquer, je suis très pédagogue. Voilà comment calculer un enrichissement, pourquoi c'est intéressant toujours, et c'est un super vecteur d'enrichissement l'immobilier. Mais si tu me dis, je pense que les prix vont continuer à baisser et j'achète au deuxième trimestre 2024 aux alentours de juin, je te dis, ben parfait, si t'as spoté le bon moment pour acheter, dans ce cas-là, let's go, tu me rappelles en juin. Mais non, ça marche pas comme ça. Quelle différence ça va faire que t'achètes aujourd'hui ou dans 6 mois? Dans 10 ans, on s'en fout. Enfin, t'auras gagné autant d'argent, voire plus. Enfin, c'est peanuts en fait si tu regardes à l'échelle d'une vie et à l'échelle de tes investissements, tu timeras jamais le marché immobilier. Ça ne marche pas. Par contre, tu peux commencer à rembourser du capital sur ton crédit dès aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait possible. Et justement, ça m'amène à une autre question que je me pose moi pour mon patrimoine et que peut-être les auditeurs se posent aussi, c'est l'autre décision un petit peu dans des turbulences comme celle-ci où les prix peuvent éventuellement bouger. C'est la question de l'arbitrage quand vendre des biens. Tu le suggérais, enfin tu en parlais au début d'entretien. Quand est-ce que c'est le bon moment de se séparer de biens peut-être qui ont peut-être des bons rendements, qui sont adossés à des prêts qui sont à taux bas aussi, donc qui peuvent faire mal en fait de devoir partir. Comment tu penses à ça? Euh, En fait, je me suis un peu penché sur la question, déjà parce que j'ai eu beaucoup d'investisseurs qui m'ont posé la question dernièrement. Hein. Forcément, tu te dis, tiens, est-ce qu'on n'a pas surfé assez sur l'augmentation des prix immobiliers? Est-ce que c'est pas le moment de revendre? Très bonne question. Mais en fait, il faut toujours une explication mathématique. On revient aux mathématiques immobilières, c'est pourquoi je revends et pourquoi c'est intéressant de revendre maintenant et pas il y a 2 ans et pas dans 5 ans. Et puis il y a quelque chose qui doit interloquer les gens, c'est pourquoi la durée de détention moyenne durée de détention moyenne d'un investissement locatif en France, c'est 7 ans et demi. C'est quand même très précis. Enfin, je suis pas la stat officielle, mais on parle pas en jours, mais c'est 7 et demi, c'est pas 15 ans, tu vois. C'est pas 25 ans comme Jean-René qui veut avoir ses invests à la retraite et qui pense pas à l'imposition. Non. Et il faut se dire, 7 ans et demi, c'est quoi? 7 ans et demi, grosso modo, sur un invest qui soit rentable ou pas, c'est à peu près le moment où tu vas commencer à payer des impôts, tu vois. Enfin, allez, s'il est très rentable, s'il est, on va dire, sécurisé en région parisienne, t'as tes 10 ans de déficit en LMNP encore aujourd'hui, tu paieras pas d'impôts. Mais les travaux, ils vont arriver au bout de 7-8 ans. Donc ça, c'est sûr. Donc, première sortie d'argent. D'accord? Et puis, 7 ans et demi, en réalité, c'est aussi le moment où t'as remboursé quoi? 40%, 35, 40% de ton crédit, tu sais, si tu fais un crédit sur 20 ans. Et les gens, ils font ce calcul-là souvent au bout de 7 ans et demi, 8 ans, c'est je vais avoir tant à sortir, j'ai tant de bloqués si je revendais le bien aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le moment de revendre? Et le calcul que tout investisseur doit faire tous les 6 mois, mais aussi au moment où il se pose la question de revendre, c'est combien j'ai de cash bloqué dans cet appartement,
de combien je m'enrichis tous les mois. C'est-à-dire que j'ai eu le cas d'investisseurs aussi aux US qui me disaient j'ai un appart à Boulogne, c'est trop bien, on n'a plus de crédit dessus, il vaut 300 000 euros, et puis on a 1200 euros de loyer. Ils me disent qu'est-ce qu'on fait, on le vend pas? Et je leur dis bah ok, on va calculer du coup votre enrichissement. Donc comme il n'y a plus de crédit, c'est facile, on prend juste le loyer, on enlève les charges, la taxe foncière et on a à peu près, et on enlève l'imposition, parce qu'en plus il le voit en nu. Donc il restait aller 750 euros par mois. Ok, sur 12 mois, 9000 euros. Et votre bien, vous avez plus de crédit, donc c'est facile, on n'a même pas à enlever le crédit, etc. Allez, il vaut 300 000 euros, mais si vous revendez, c'est un invest, vous allez payer de la plus-value, on fait une estimation rapide, allez, 275 000 euros. Donc en fait, on s'est rendu compte que aujourd'hui, le rendement de leur cash bloqué, en fait, il était de 9 000 euros sur 275 000 euros. Donc je laisse faire le calcul, il est ridicule, c'est nul, tu vois. C'est moins de 3%, tu vois, ou un peu plus de 3%. La question que tu dois te poser en tant qu'investisseur, c'est quel est le rendement sur le cash que j'ai bloqué dans cet investissement? Au début, comme tu mets juste ton apport, il va être très très important, parce que tu as mis que 20 000 euros, ça vaut 200 000, en plus tu t'enrichis, c'est génial tous les mois. Compare en fait, si tu sortais ce cash-là, est-ce que tu pourrais mieux l'allouer et avoir un meilleur rendement que ce que tu as aujourd'hui en fait, avec le cash qui est bloqué en fait. C'est ça qu'il faut regarder. Et quand tu arrives sur des niveaux de rendement, j'en parlais hier soir avec un pote aussi qui veut vendre un appart à Londres, quand tu as des niveaux de rendement à 3-4% qui sont en dessous du taux sans risque aujourd'hui avec les taux qui ont augmenté, avec un bien, des locataires à gérer, etc., et t'as 3, 4, 500 000 euros de bloqués, pose-toi la question, est-ce que ces 3, 4, 500 000 euros après taxe sur la plus-value, je peux pas faire mieux que ces 3 ou 4% d'enrichissement, et peut-être tu peux avoir du 5, 6, 8, 10% ailleurs. Donc, le moment où tu switches et que tu revends ton appart, en réalité, c'est quand tu as un taux d'enrichissement, en fait, un rendement sur ton cash bloqué. Donc, c'est différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était l'enrichissement sur le cash investi, mais ton cash investi, il grossit dans le temps parce que tu as remboursé plus de crédit, etc. Tu as mis 20 000 euros d'apport au début, et puis au bout de 5 ans, ça représente 50 000 euros si tu revendais, et 80 000, et 100 000. Tu te mets en position de revente. Ben, si tu revends, combien de cash tu sors? Est-ce que tu arrives à faire mieux comme performance que ton enrichissement actuel avec ce bien-là? C'est aussi simple que ça. Et pour certains, ça sera 10%, pour certains, ça sera 5%. Tu vois, l'exemple de ceux qui sont expats aux US, 5%, ils sont pas câblés trop investissement, ils vont pas faire de trucs un peu sympas et optimiser à 7, 8, 9% net. Donc ça leur va bien, ils ont quelque chose. En France, en plus, on sait jamais s'ils reviennent. Là, ça fait du sens. Pourquoi pas? Quoique moi, en tant qu'investisseur, à tous les jours, je revends ce bien pour réallouer. Tu vois, on revient au début de l'épisode, réallouer ces 300 000 à 100 000 euros d'apport sur la partie marchand, 100 000 euros d'apport sur locatif, 100 000 sur les marchés financiers, je sais pas, les cryptos, ce que tu veux. Voilà, faire tourner le capital. Mais ça dépend de ton mindset. Je sais que on est un peu câblé pareil, mais voilà, ça dépend de ton âge, de tes connaissances aussi. Est-ce que tu peux faire mieux que 5%? C'est la question qu'il faut te poser. Est-ce que tu peux faire mieux que le rendement que tu as actuellement en réalité sur ton investissement avec tout le cash bloqué que tu as dedans? Eh ben moi, c'était assez simple. Mes invests parisiens, il y avait à peu près 100 000 euros bloqués par appartement. Et je m'enrichissais de 4-5% en fait, par an. Si je prenais en compte ces 100 000 euros après taxe sur la plus-value, tu te dis, je pense que je peux faire mieux que 4-5%. Donc je les sors, et puis je fais un peu de marchand, un peu de locatif encore, t'as vu, l'immeuble à Massy, des cryptos, des marchés financiers, et je pense faire mieux que ces 4-5% au total. C'est assez simple, c'est prendre un fichier Excel et faire ton calcul de combien je m'enrichis versus combien de cash j'ai de bloqué dans cet appartement ou dans cet immeuble. Et si je le sortais, est-ce que je pourrais faire mieux que ce rendement en réalité? C'est intéressant parce que je l'avais pas vu comme ça, l'arbitrage et le fait d'avoir ou non un crédit sur un bien qu'on va arbitrer. Je pensais, enfin, moi, la façon dont je le voyais, c'était plus, quand t'as pas de crédit, t'as plus de crédit sur un bien, en fait, tu as une visibilité très forte sur la valeur et donc, ça t'incite à le vendre parce que tu dis, de toute façon, il y a plus de crédit. Mais j'avais pas vu le fait du coût d'opportunité de te dire qu'on doit, avec un bien immobilier qui est exploité, sur lequel il n'y a plus de crédit, être plus exigeant sur le rendement forcément, puisque en fait il n'y a plus le côté enrichissement latent de remboursement du prêt qui vient là. Et c'est vrai que ça je l'avais pas vu comme ça. Donc oui, effectivement, c'est intéressant. T'as 3 piliers d'enrichissement dans le locatif. C'est premièrement la plus-value éventuelle, mais ça, malheureusement, quand tu mets en place un invest, tu sais pas trop, même si bon, tu vois à peu près les bons secteurs, tout ça. C'est la cerise sur le gâteau. Deuxième, c'est le cash flow. Donc, est-ce que tu as du cash flow, pas du cash flow? Et troisième, c'est remboursement du capital sur le crédit. C'est ça l'effet de levier. C'est ça la magie de l'immobilier et de l'investissement locatif. C'est que dans le temps, tout le monde gagne. Bravo. On n'est pas tous des génies, mais c'est assez simple, en fait. Tu fais un invest qui tourne à peu près, tu rembourses ton crédit, dans 20 ans, t'as gagné, quoi. Ou même dans 5 ans, en fait. Donc, mais quand t'as remboursé ton crédit, tu joues plus sur ce pilier-là.
D'accord? Tu joues finalement plus que sur le cash flow, mais qui va être ridicule si tu regardes versus le cash bloqué, et sur la partie plus-value éventuelle. Mais bon, tu as 300 000 euros sur un bien à Boulogne qui va prendre 1% tous les ans. Toi, c'est un peu le mammouth qui avance pas, quoi, tu vois. Enfin, tu peux faire beaucoup mieux. C'est quoi, Sylvain, tes projets maintenant sur après cet appart là qui va encore continuer à prendre pas mal de temps à Massy? À part l'immeuble à Massy, ouais. Continuer à investir, faire du marchand, investir. Il faut investir. Je suis pile au milieu de la fenêtre des 30 ans, là, tu sais. J'ai 39 là aujourd'hui. Go quoi. J'ai 15 ans, j'ai encore 15 ans pour investir à fond, maximiser ma dette, quitte à faire plusieurs cycles encore, tu vois. Mais pourquoi pas faire des cycles courts? Ça passe par la partie marchand, ça passe par le locatif. Mais il faut avoir si demain tu peux avoir 5 millions de dettes et que sur des projets qui fonctionnent, go, faut lever de la dette. C'est pas un gros mot de s'endetter. C'est tous les gens les plus riches, en fait, de France se sont endettés massivement. Et en tout cas, si on prend la partie immobilière, mais aussi la partie entrepreneuriale. La plupart des gens qui ont lancé des boîtes, ils ont levé des fonds et c'est pas un gros mot quand on dit fundraising ou levée de fonds. T'as vu, c'est beaucoup plus sexy que de dire s'endetter. Alors que c'est exactement la même chose en réalité. Mais dans l'immobilier, on est un peu old school, on parle encore d'endettement, tu vois. Mais oui, il faut s'endetter. Et donc c'est ça. Donc continuer le locatif, les petits invests en courte durée dans les villes qui me plaisent bien, où je pourrais passer un week-end de temps en temps. Tu vois, il faut aussi un peu allier l'utile à l'agréable. Continuer à faire du marchand, pourquoi pas un immeuble à droite à gauche, et puis mon activité quoi, qui tourne toujours et de plus en, enfin encore plus maintenant si tu veux, parce que il y a les gens qui me contactent aujourd'hui. En fait, si ça, ils ont compris l'intérêt. Et alors, j'ai beaucoup d'expats, forcément, parce que c'est un vrai service pour des gens qui n'ont pas le temps, en fait. Donc, qui n'ont pas envie de trop s'embêter ou qui n'ont pas les connaissances. Donc, tu as un mix entre formation. Alors, je fais pas tu vois, j'ai pas le paperboard et j'explique pas qu'est-ce que c'est une rentabilité, mais ça vient un peu naturellement au fil des propositions d'opportunités, tu vois. Comme je reçois toutes les semaines plein d'opportunités, j'ai à peu près cerné, je les ai aidés à trouver leurs critères de recherche. Ben, une fois qu'on est clair, je leur dis, ben, ça fait du sens. Pourquoi? Ok, on passe 1 heure au téléphone. Ah ben voilà, regardez, là c'est intéressant. Et puis il faudra mettre tant d'apport parce qu'on n'est pas à l'autofinancement. Et puis finalement, si on regarde bien, c'est un bien qui peut évoluer dans le temps. On est bien situé. Regarde, la demande locative, elle est de temps. Au niveau du marché, sur les loyers, on est bien. Pourquoi ça fait du sens? On peut aller sur des points un peu plus techniques en courte durée quand il faut la commercialité, comme à Bordeaux ou à Paris. Et en fait, c'est pas une formation, comme je disais, cours magistral ou vidéo comme on connaît trop. C'est vraiment au fil de l'eau, au fil des opportunités. On passe du temps ensemble, on étudie les documents, on relit les compromis, on parle de financement. Enfin, ben c'est génial. C'est formation grandeur. Enfin, toi, dans la vraie vie, si tu veux, où tu étudies les opportunités. Le but ultime, c'est quand même, en soi, c'est quand même d'investir, parce que tu vas investir. Mais tu as appris plein de choses en même temps. T'as pas juste dit, allez, débrouillez-vous, trouvez-moi un veste. Tu t'es aussi un petit peu formé. Et la plupart des gens, quand même, aiment bien savoir ce qu'ils font et comprendre dans quoi ils investissent. Et c'est génial. Et c'est pour ça que maintenant, il y a énormément de bouche à oreille. Et c'est, bah, appelle Sylvain, génial. Moi, j'ai fait cet invest. Regarde, c'est cool. J'ai appris ça, ça, ça. Je pourrais t'expliquer, mais il le fait bien mieux que moi. Alors appelle-le. Et voilà. Et puis, toujours via le blog, hein, bien évidemment. Investimob, tu mettras le lien, j'imagine. .fr. Et donc c'est assez simple, je reçois, les gens me contactent, me donnent leurs critères de recherche, j'essaie de définir un peu bien leurs objectifs en fait en réalité, c'est ça qui est important. Il faut avoir, est-ce que c'est long terme, court terme, tu veux un complément de revenu, tu veux juste placer de la trésorerie que t'as en trop, etc. Et derrière, je communique auprès de mon réseau de chasseurs et j'ai des opportunités qui tombent toutes les semaines et je les propose et puis derrière on en discute et puis je vous forme et je vous explique comment, pourquoi c'est un bon invest, pourquoi c'est un mauvais invest. Et tout ça tout le long du process d'investissement. C'est comme ça que ça marche. Ouais, on voit que tout ça c'est bien quand même autour du même sujet. Il y a beaucoup de synergie entre toutes ces activités et ça t'attire, on l'entend, beaucoup d'intérêt d'un point de vue intellectuel. Donc C'est génial. C'est génial. Enfin, toi, t'es tombé dedans, j'allais dire dans la marmite aussi, il y a longtemps, mais la partie marchand, elle est effectivement excitante, mais beaucoup plus stressante. La partie locatif, mais c'est génial, quoi. Quand tu vois les gens qui te recommandent, qui t'appellent, qui te disent bah, c'est trop bien, j'aurais jamais réussi sans vous. Alors réussi c'est un bien grand mot, hein. On parle d'investissement locatif hein, et on va pas sur la lune non plus. Mais oui, c'est assez gratifiant et c'est cool. c'est clair. Surtout quand t'es assez psychologique et que c'est quelque chose que voulaient les gens depuis longtemps. On sentait vraiment que, tu vois, parfois tu sens vraiment que les gens, c'est quelque chose qui les prend au trip de se lancer et qui ont envie depuis longtemps. Donc
Et ils savent pas comment prendre le problème. Tu sais, c'est comme tout. Tu regardes le projet dans son ensemble, tu dis, mais par quoi je commence? Il faut appeler les agents, les travaux, mais je connais personne sur place. En plus, si t'es expat, laisse tomber, t'as zéro chance d'avoir des contacts. Comment je prends le problème? Allez, ils vont passer un quart d'heure sur ce loger le dimanche soir quand ils ont pas grand chose à faire. Et puis, ils vont croire qu'il y a une bonne opportunité, ils vont essayer d'appeler, ils vont tomber sur répondeur, ils vont dire, ouais, c'est bon, c'est un chantier, jamais je vais réussir à investir. Non, en fait, il faut juste découper comme on fait sur tout projet. En fait, tu découpes en petites tâches, en petites actions, et tu les prends les unes après les autres, et puis ça marche. Et puis t'appelles les gens les sachants, en réalité. T'appelles Paco, t'écoutes tous les podcasts de Paco, t'appelles Sylvain parce que t'es assez clair sur ta recherche et tu veux qu'il t'explique comment mener à bien ton projet. Et ça marche. Cool. Bah écoute, c'était top de pouvoir refaire un petit point d'étape avec toi. On attend pas 3 ans pour la prochaine. Ce que j'allais dire. On va essayer quand même de faire plus court sur les prochains. Mais comme tu disais, t'es peut-être sur des cycles un peu plus courts, donc j'ai bien noté que ça va le faire avant. Il y a des ressources, on finit toujours un petit peu par des recommandations. Si tu en as, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des trucs un peu nouveaux que t'as vu? Ouais. J'ai pas du tout bossé sur la partie ressources. Mais en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais ce que je t'avais dit déjà sur le premier podcast il y a 3 ans, c'est en fait les ressources, c'est Google, taper vos recherches sur Google, en fait. Et en fait, parfois je me pose la question comment les gens faisaient dans les années 60. Tu vois, tu faisais comment? Il y avait t'allais demander à quelqu'un dans le village, il avait pas la réponse, t'as pas abandonné ton projet. Maintenant, aujourd'hui, tu abandonnes pas parce que tu as toutes les ressources à disposition. Trop bien. Donc oui, écoutez le podcast de Paco, regardez mon blog, et puis après il y a vos youtubeurs favoris qui sont toujours bien présents hein, sur YouTube. On s'en fait pas, ouais, ça va aller. Bon, cool, bah merci Sylvain encore une fois, et puis Merci à toi. je mets tous les liens dans les notes de l'épisode pour les gens qui veulent te contacter. Et à très bientôt. Bon vent à toi. Génial, merci Paco, à bientôt. À plus. Salut. Ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.